Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur des documents qui dépeignent une situation assez tendue pour l'économie britannique. On sent monter une crainte de crise majeure. Ça fait écho à 1976, l'année noire, et même à l'idée d'une intervention du FMI. Oui, bonjour. Effectivement, une situation qui interpelle. Alors, nos sources, elles dessinent un tableau, disons, complexe. Elles font le lien entre les turbulences d'aujourd'hui et la crise de 2008, bien sûr. Elles comparent aussi avec ce fameux épisode de 76 et analysent les politiques plus récentes. L'objectif, c'est de démêler un peu tout ça, comprendre pourquoi cette perspective d'une crise, et surtout du FMI, s'inquiète autant outre-Manche. Alors on y va ? Allons-y. Bon, durant l'été 2025, il y a eu pas mal d'agitation dans la presse britannique. On a vu des mots très forts. Carnage économique, le fantôme de 1976, et même donc l'ombre du FMI qui planait. Mais en même temps, et c'est ça le paradoxe, les rapports officiels, que ce soit le FMI ou le Trésor britannique, eux, ils avaient un ton beaucoup plus mesuré. Ils parlaient de reprise, de croissance. Comment on explique ce grand écart, en fait ? C'est un contraste qui est, oui, assez saisissant. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette tension, elle ne sort pas de nulle part. Les sources qu'on analyse suggèrent que c'est plutôt l'aboutissement d'une situation qui couvait, qui mijotait même depuis plus de 10 ans. Ça prend racine dans la crise de 2008 et surtout dans cette énorme expérimentation monétaire qui a suivi, l'assouplissement quantitatif. Le fameux QE. Le QE, oui. Quand même. Et le vrai signal d'alarme aujourd'hui, c'est cette dissonance criante entre le discours officiel, qui se veut rassurant, et la réaction très nerveuse des marchés. Quand les autorités disent « tout va bien, on reprend », eh bien le coût d'emprunt 30 ans pour le Royaume-Uni, il flirte avec des records sur presque 30 ans. Ah oui. Et des économistes cités dans nos sources n'hésitent pas à qualifier la situation de désastreuse. Donc ce n'est plus juste un débat technique sur des chiffres, quoi. C'est vraiment une crise de crédibilité. Les marchés financiers, dont le gouvernement a désespérément besoin pour financer sa dette, eh bien, ils semblent rejeter activement ce récit optimiste. La crise, elle est donc bien réelle, et c'est une crise de confiance. Profonde. Et pour comprendre cette peur presque viscérale du FMI, il faut faire ce retour en arrière. En septembre 1976, l'image est forte, elle est restée. Le chancelier de l'échiquier de l'époque, Denis Healey, obligé de faire demi-tour à l'aéroport d'Heathrow. Pourquoi ? Parce que la livre sterling s'effondrait. Le symbole de l'humiliation. Exactement. Une humiliation nationale qui a marqué pour beaucoup la fin de l'illusion d'une Grande-Bretagne encore puissance mondiale d'après-guerre. Et le contexte, il était très difficile. La stagflation. Ce mélange terrible. Oui, ce cocktail redoutable de croissance nulle et d'inflation galopante. On a atteint 27% en 1975. Plus la crise pétrolière, un déficit extérieur énorme. Tout à fait. Et donc, à court d'options, à court de crédibilité, le gouvernement travailliste de l'époque, il a dû se tourner vers le FMI. Ils ont demandé un prêt gigantesque, 3,9 milliards de dollars. Aujourd'hui, ça ferait quelque chose comme 22 milliards d'euros. C'était vraiment l'ultime recours. Mais ce que les analystes soulignent souvent, et c'est crucial, c'est que l'impact le plus durable, il n'a pas été que financier. Le vrai choc, il a été social et politique. Ah oui. Oui, l'austérité imposée par le FMI, on parle de coupes très sévères dans les dépenses publiques, le logement social, les aides diverses, ça a marqué une vraie rupture idéologique. Ça a fait voler en éclats ce qu'on appelait le consensus keynésien d'après-guerre. Cette idée partagée que l'État devait jouer un rôle actif pour le plein emploi, pour un État-providence fort. Et ces coupes, elles ont eu des conséquences directes, j'imagine. Absolument. Elles ont largement contribué à ce qu'on a appelé l'hiver du mécontentement de 78-79. Les grandes grèves. Oui, une période de grèves massives qui ont paralysé le pays. Ça a accéléré la chute du gouvernement travailliste et ça a nourri un sentiment de désespoir, notamment chez les jeunes. C'est l'époque du mouvement punk, avec son fameux cri « No Future ». No future, oui. Et ce qui est vraiment essentiel à comprendre, c'est que cette crise de 1976, elle a en quelque sorte préparé le terrain politique pour l'arrivée de Margaret Thatcher en 1979. Le traumatisme national a rendu acceptable, disons, une thérapie de choc, une idéologie radicalement différente, le thatcherisme. Les privatisations, la réduction de l'État. Exactement. Et la confrontation avec les syndicats. L'humiliation de 76 a légitimé cette médecine amère des années 80. Donc,
L'héritage le plus profond de 1976, ce n'est pas tant le prêt du FMI lui-même, d'ailleurs il a été remboursé en avance, c'est ce basculement durable de la philosophie politique et économique britannique. Et la peur actuelle du FMI, eh bien, elle fait écho à cette crainte d'une nouvelle transformation politique majeure née de l'échec perçu du modèle actuel. Revenons à aujourd'hui alors et à ce fameux QE, l'assouplissement quantitatif post-2008. Face au risque d'effondrement des banques, la Banque d'Angleterre a sorti ce qu'on peut appeler l'arme lourde. Elle a créé numériquement 895 milliards de livres. C'est énorme. Pour acheter massivement des obligations d'État, l'objectif affiché, c'était de faire baisser les taux longs et de relancer l'économie. Oui, sur le papier, l'idée c'était de rendre le crédit plus facile, de stimuler l'investissement, la consommation. En pratique, ce que montrent les sources qu'on a étudiées, c'est que le bilan est mitigé. Le QE a clairement fait monter le prix des actifs financiers, les actions, l'immobilier. Ce qui a profité à ceux qui en avaient déjà. Exactement, principalement les plus riches. Mais son effet sur l'économie réelle, sur les prêts aux PME, sur l'investissement productif, il est décrit comme plus jamais limité. D'accord, mais alors où est le problème aujourd'hui? Si l'objectif c'était d'injecter de l'argent, pourquoi on parle de perte maintenant? Ça paraît contre-intuitif. Ah, c'est là qu'on entre dans ce que certaines sources appellent la boucle infernale du QE. C'est un peu technique, mais en gros, pendant des années, quand les taux d'intérêt étaient quasi nuls, la Banque d'Angleterre, la BOE, gagnait de l'argent. Simple. Les intérêts qu'elle touchait sur les obligations achetées étaient plus élevés que les intérêts, proches de zéro, qu'elle payait sur les réserves qu'elle avait créées pour les banques commerciales. D'accord, elle faisait une marge. Voilà. Et ces profits, on parle de 120 milliards de livres jusqu'en mars 2022, étaient reversés au trésor public. Donc, tout semblait aller bien. En apparence. En apparence, oui. Parce que pour lutter contre l'inflation, qui a flambé après la pandémie, et la crise énergétique, la BOI a dû augmenter très fortement et très rapidement son taux directeur. Et là, patatras. Le mécanisme s'inverse brutalement. Les intérêts que la banque paie maintenant sur les réserves des banques qui sont indexées sur ce taux directeur élevé sont devenus bien supérieurs aux revenus fixes qu'elle touche des obligations achetées à l'époque où les taux étaient bas. Ah, je vois. Les dépenses s'augmentent plus vite que les recettes fixes? Exactement. Du coup, les profits se transforment en pertes. Et pas des petites pertes, hein. Les estimations parlent de 22 milliards de livres par an, avec une perte nette cumulée qui est projetée à au moins 63 milliards de livres. C'est colossal. 63 milliards. Mais qui paye cette somme? Qui éponge ces pertes? Eh bien, c'est le Trésor britannique, donc in fine, le contribuable. Il y a un accord d'indemnisation entre le Trésor et la Banque d'Angleterre. Incroyable. Donc si je résume ce que disent les sources, cette politique monétaire, qui était vue au départ comme une solution technique, un peu indolore, Hmm. elle s'avère être d'abord un transfert de richesse vers le haut, via la hausse des actifs, Oui, et maintenant une socialisation des pertes. Le grand public paye l'addition via l'inflation qu'on a connue, des coûts d'emprunt plus élevés pour l'État, et potentiellement l'austérité. c'est ça. C'est un peu comme une sorte de taxe différée, régressive même, que personne n'a votée et que peu de gens comprennent vraiment. La facture de la planche à billets, elle arrive maintenant. Et cette facture, elle n'est pas abstraite. Elle a des conséquences très concrètes si j'en crois les documents. Le gouvernement doit trouver des économies et il semble savoir où regarder. C'est exact. Les analyses pointent vers des coupes qui ciblent assez précisément les plus vulnérables. Il est question, par exemple, de réduire de 4,5 milliards de livres les prestations d'invalidité d'ici 2030. Comment? Par plusieurs biais, geler certains paiements liés à la santé dans le système d'aide sociale, l'Universal Credit, et aussi durcir les critères pour obtenir l'allocation d'indépendance personnelle, la PIP. L'étude d'impact du gouvernement lui-même, qui est citée dans nos sources, elle est assez glaçante. Elle anticipe que ces mesures pourraient faire basculer 250 000 personnes de plus dans la pauvreté. 250 000. Oui, dont 50 000 enfants. On parle aussi, dans un autre registre, de la suppression de l'aide au chauffage pour 600 000 retraités handicapés. C'est ce qu'une des sources appelle un carnage silencieux, loin des gros titres. Et ce n'est pas tout. Les petites et moyennes entreprises, les PME, elles sont aussi touchées. Oui, elles sont aussi dans le viseur. Il y a une nouvelle charge fiscale qui est estimée à 2 milliards de livres. Ça concerne les cotisations sociales patronales, les fameuses NIC. Non seulement le taux augmente un peu, mais surtout, le seuil à partir duquel les employeurs doivent payer ces cotisations est abaissé très fortement. Il passe de 9 100 livres à 5 000 livres par an. Ah oui, ça change beaucoup de choses. Énormément. Ça veut dire que ça touche de plein fouet les entreprises qui emploient des travailleurs à bas ou moyen salaire. Ça rend l'embauche plus chère et ça menace des emplois dans ces secteurs-là.
Ce qui ressort de l'analyse globale, c'est la nature un peu particulière de cette austérité. Ce n'est pas comme celle très ouverte, très idéologique qui a suivi 2010 et qui visait clairement à réduire la taille de l'État. Ici, ça ressemble plus à une austérité furtive, presque honteuse, dictée par la nécessité de combler le trou budgétaire laissé par les pertes du QE. Une austérité par nécessité, en quelque sorte. Oui, et elle semble cibler des groupes qui ont moins de pouvoir politique, les personnes handicapées, les PME, sans doute pour éviter des hausses d'impôts plus générales sur le revenu ou la TVA, qui seraient bien plus impopulaires. Les mesures sont souvent habillées en réformes pour encourager le retour au travail, ce qui masque un peu la motivation budgétaire première. Un point intéressant soulevé dans les sources, c'est la comparaison avec la France. De notre côté de la Manche, Paris fait aussi face à des avertissements du FMI sur sa dette, son déficit. Le risque d'un plan de sauvetage est même parfois évoqué dans le débat public. Pourtant, la réaction médiatique et politique semble moins explosive, moins paniquée qu'au Royaume-Uni. Pourquoi cette différence? C'est une excellente question, et les documents proposent plusieurs pistes d'explication. La première, et sans doute la plus importante, c'est le Brexit. Ah oui, Vous voyez ? En étant sorti de l'Union européenne, le Royaume-Uni se retrouve plus isolé financièrement. Il n'a plus le filet de sécurité institutionnelle, même implicite, de la Banque centrale européenne ou la solidarité politique de la zone euro. Du coup, une crise de confiance dans la dette britannique, elle peut s'emballer beaucoup plus vite. Il n'y a pas de pare-feu évident comme pour un pays de la zone euro. la France, elle, est vue comme trop grosse pour faire faillite au sein de la zone euro. C'est un peu l'idée, oui. Les marchés anticipent qu'en cas de crise majeure, la BCE interviendrait d'une manière ou d'une autre. C'est une assurance implicite que le Royaume-Uni n'a plus. Deuxième facteur, la monnaie. Le Royaume-Uni a sa propre monnaie, la livre sterling. Elle peut chuter très vite en cas de crise, on l'a vu en 1976, et ça devient un baromètre très visible de la peur des marchés. L'euro dilue un peu le problème. Exactement. Les problèmes spécifiques de la France sont en quelque sorte noyés dans l'euro, une monnaie partagée par 20 pays. La crise est moins immédiatement palpable pour le public via le taux de change. Et puis, enfin, les sources évoquent aussi une possible différence de culture médiatique. La presse tabloïde britannique est très puissante, très agressive, et elle a peut-être tendance à sonner l'alarme plus fort sur les menaces économiques perçues. Et ça expose un paradoxe assez fondamental du Brexit, qui est souligné dans l'analyse. En quittant l'UE, le Royaume-Uni a certes retrouvé sa souveraineté monétaire. C'était l'un des arguments forts. Oui, mais il est devenu plus, et non pas moins, vulnérable aux humeurs des marchés financiers internationaux. Sa souveraineté, elle repose maintenant entièrement sur le maintien de la confiance des investisseurs obligataires mondiaux. Et ça, c'est un maître bien plus volatile et impitoyable que Bruxelles, potentiellement. Le pays doit financer seul son déficit courant et son énorme dette. Il n'a plus le soutien potentiel de la BCE. Donc sa marge de manœuvre est contrainte par les marchés. Énormément. La politique budgétaire, la politique monétaire, tout est fortement contraint par cette nécessité d'apaiser les marchés. Une perte de confiance, signalée par la hausse des taux d'emprunt, peut déclencher une crise presque instantanément. Le Royaume-Uni a échangé les contraintes politiques de l'UE contre la discipline peut-être bien plus dure des marchés mondiaux. Et la peur du FMI, c'est un symptôme de cette nouvelle fragilité. On entend souvent dire que comparer la situation actuelle à celle de 1976, c'est exagérer, que le contexte n'est pas le même. Mais si on regarde les chiffres de plus près, que nous disent-ils vraiment? Et si différents? C'est là que ça devient vraiment intéressant, en regardant les données fournies. Comparons quelques indicateurs clés entre 1976 et aujourd'hui, disons 2025. La dette publique par rapport au PIB. En 1976, on était autour de 50%. Aujourd'hui, on dépasse les 100%. On est environ en 101%. Le double? Le double. Le fardeau de la dette est beaucoup plus lourd. Ça réduit drastiquement la marge de manœuvre budgétaire et ça rend l'économie hyper sensible à la moindre hausse des taux d'intérêt. Ensuite, l'inflation, elle était très haute en 1976, autour de 17%, avec même un pic à 27% l'année d'avant. Aujourd'hui, elle est bien plus basse, autour de 3,8%. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Oui et non. Paradoxalement, la très forte inflation des années 70 avait au moins un avantage. Elle érodait la valeur réelle de la dette existante. Aujourd'hui, l'inflation est plus basse, mais l'énorme dette, elle, reste massive en termes réels. Le taux directeur de la Banque d'Angleterre, il était à 15% en 1976, pour combattre justement cette hyperinflation. Aujourd'hui, il est autour de 4%. Beaucoup plus bas. Oui, mais même à ce niveau, qui est historiquement plutôt bas, il provoque déjà une pression budgétaire immense à cause de la taille de la dette, et surtout des pertes liées au QE dont on a parlé.
Un retour à des taux, même modérément plus élevés, serait fiscalement catastrophique. Enfin, le déficit courant, qui mesure la dépendance du pays aux capitaux étrangers pour équilibrer ses comptes, il était d'environ 4% du PIB en 1976, il est aujourd'hui autour de 3,2%. Ça reste important. Ça reste important, oui. Ça signifie que le Royaume-Uni dépend toujours de ce que Keynes appelait la gentillesse des étrangers pour boucler ses fins de mois. C'est une vulnérabilité clé qui était déjà là en 1976 et qui persiste. D'accord. Et qu'est-ce qu'on tire de cette comparaison chiffrée alors? L'analyse qui en est faite suggère que la nature du problème est différente, mais peut-être plus grave aujourd'hui. En 1976, on pourrait dire que le Royaume-Uni avait une forte fièvre, l'inflation, mais des os relativement solides, une dette publique assez faible. En 2025, la fièvre est plus basse, mais le squelette est fragilisé par une dette colossale. Un ratio dette-PIB supérieur à 100%, on n'avait pas vu ça depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc le problème central aujourd'hui, ce ne serait pas tant une crise monétaire aiguë et passagère comme en 1976, mais plutôt une crise structurelle de solvabilité et de manque de productivité à long terme. Alors, si on essaye de conclure, de synthétiser tout ça, le spectre du FMI qui plane, finalement, ce ne serait qu'un symptôme. Un symptôme visible d'un mal plus profond, c'est-à-dire un modèle économique qui serait à bout de souffle, qui a été anesthésié pendant 15 ans par la création monétaire facile et qui révèle maintenant ses faiblesses structurelles. Une productivité qui stagne, une dette publique et privée massive et un État qui peine à tenir ses promesses. C'est exactement la conclusion vers laquelle pointent les analyses qu'on a consultées, oui. Le débat qui se focalise sur est-ce que le FMI va intervenir ou pas, eh bien, il masque peut-être les vraies questions. Celles qui dérangent. Est-ce que les leçons de 1976 ont été totalement oubliées? Notamment celle qui dit que des finances publiques insoutenables mènent inévitablement, tôt ou tard, à un douloureux règlement de comptes social et politique. La génération Nos Futurs de 1976, elle réagissait à l'effondrement du rêve d'après-guerre. Quelle sera la réponse politique, la réponse culturelle d'une nouvelle génération qui est confrontée, elle, à l'effondrement du rêve post-2008, celui d'une stabilité financée par la dette? Et est-ce qu'un système politique qui a évité les choix difficiles pendant si longtemps, en colmatant les brèches avec de l'argent fraîchement créé, peut maintenant être transparent sur le coût réel de ces 15 dernières années? La crise véritable, suggèrent nos sources, n'est peut-être pas une visite imminente des fonctionnaires du FMI à Londres, Probablement pas, non. mais plutôt l'érosion lente, silencieuse des fondations économiques et sociales du pays. Et les secousses médiatiques de l'été dernier, ce n'était peut-être pas juste de l'hystérie passagère, mais les premiers craquements annonçant une fissure bien plus profonde. Voilà qui termine notre exploration de ces défis économiques très complexes pour le Royaume-Uni, en nous basant sur les sources disponibles, une situation qui a des racines profondes et des conséquences potentielles considérables. Et peut-être pour prolonger la réflexion, une dernière pensée qui émerge de cette analyse. Si cette austérité actuelle, même si elle est furtive, découle directement des politiques monétaires post-2008, quelles autres conséquences imprévues de ces expériences monétaires massives pourraient encore émerger dans les années à venir? Et comment est-ce qu'elles pourraient remodeler non seulement l'économie, mais aussi la société britannique elle-même? Bonne question pour terminer. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette analyse approfondie. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration.